Ma résolution de ne pas me montrer à Faustine tint 4 jours, grâce à 2 marées qui me donnèrent pas mal de travail. Je partis de bonne heure pour les rochers. Peu après arrivèrent Faustine et le faux tennisman. Ils parlaient le français correctement, très correctement, presque comme des Sud-Américains. Ai-je perdu toute votre confiance? Toutes. Auparavant, vous aviez cru en moi. Je remarquai qu'ils ne se tutoyaient plus. Mais par la suite, je me suis rappelé que les personnes qui commencent à se tutoyer ne peuvent éviter les retours au « vous ». Peut-être pensais-je cela sous l'influence de la conversation que j'écoutais. Il y avait aussi cette idée de retour au passé qui me préoccupait, mais se référant à d'autres thèmes. Et me croiriez-vous, si je pouvais vous ramener en arrière, à ce moment qui a précédé l'après-midi à Vincennes? Je ne pourrai jamais plus vous croire, jamais plus. L'influence de l'avenir sur le passé, dit Morel à voix très basse et d'un ton pénétré. Puis ils demeurèrent silencieux, face à la mer. L'homme parla comme s'il se délivrait d'une angoisse qui l'oppressait. Croyez-moi, Faustine, Il me parut obstiné. Il reprenait les mêmes prières que j'avais entendues 8 jours auparavant. Non, je sais ce que vous cherchez. Les conversations, rapportées par moi, se répétèrent. C'est injustifiable. Que le lecteur n'aille pas s'imaginer pourtant qu'il est en train de déceler le fruit amer de ma condition de fugitif. Il ne doit pas davantage se complaire dans l'association trop facile des mots persécuté, solitaire, misanthrope. J'ai étudié le sujet avant mon procès. Les conversations sont des échanges de nouvelles, exemples météorologiques, d'indignation ou de joie intellectuelle, déjà connus ou éprouvés par les interlocuteurs. Le moteur est toujours le goût de parler, d'exprimer des accords ou des désaccords. Je les regardais, je les entendais. J'ai senti qu'il se passait quelque chose d'étrange, sans pouvoir m'expliquer quoi. J'étais indigné par cette canaille ridicule. si vous saviez tout ce que je cherche. Est-ce que je vous insulterais? Ou bien nous nous comprendrions. Le délai est court, 3 jours. C'est un bien grand malheur de ne pas nous entendre. Avec lenteur dans ma conscience, mais très ponctuellement dans la réalité, les paroles et les mouvements de Faustine et du barbu coïncidèrent avec leurs paroles et leurs mouvements d'il y a 8 jours. L'atroce éternel retour. La coïncidence, cependant, n'était point parfaite. Mon jardinet, mutilé la dernière fois sous les pas de Morel, est aujourd'hui un champ boueux couvert de vestiges de fleurs mortes écrasées contre le sol. Sur le moment, je me sentis content de moi. Je crus avoir fait cette découverte. Il doit y avoir dans nos activités des répétitions constantes et inattendues. Une occasion favorable m'avait permis de l'observer. Il nous est rarement donné d'être le témoin clandestin de plusieurs entrevues entre les mêmes personnes. Dans la vie, comme au théâtre, les scènes se répètent. En attendant Faustine et le barbu, je corrigeais le souvenir que j'avais gardé de leur conversation précédente, transcrite de mémoire quelque temps plus haut. J'eus peur que cette prétendue découverte ne fût que le simple effet d'un manque de fidélité dans mes souvenirs, ou de la comparaison d'une scène réelle avec une autre simplifiée par des oublis. Puis, avec une colère soudaine, je soupçonnais que tout cela n'était qu'un spectacle burlesque, une farce montée contre moi. Je dois ici m'expliquer. Jamais je n'ai douté que la tactique la plus convenable était de procurer à Faustine le sentiment de notre importance exclusive et que le barbu ne comptait pas. J'avais commencé à avoir envie de châtier cet individu et à me divertir avec l'idée vague de l'injurier de quelque manière qui le couvrit de ridicule. L'occasion se présentait enfin. Comment en profiter ? J'appliquai ma volonté à y réfléchir tout en remâchant ma colère. Immobile, comme si je méditais, j'attendis le moment de lui barrer la route. Le barbu alla chercher le foulard et le sac de Faustine. Il revenait en les agitant et en disant comme l'autre fois
Oh, ne prenez pas au sérieux ce que je vous ai dit. Je crois parfois que si Il je n'était vais- plus qu'à quelques mètres de Faustine. Je m'avançais, bien décidé à faire quelque chose, sans savoir exactement quoi. La spontanéité est source de grossièreté. Je montrais du doigt le barbu comme si je le présentais à Faustine, et je hurlais « Femme à barbe, Madame Faustine !» Ce n'était pas une plaisanterie heureuse, et on ne savait même pas qui elle visait précisément. Le barbu continua d'avancer vers Faustine. Il ne se heurta pas à moi parce que je fis un brusque saut de côté. La femme n'interrompit pas pour autant ses questions, ni n'altéra la gaieté de son visage. Cette maîtrise de soi m'épouvante. Depuis lors, et jusqu'à ce soir, confondu de honte, j'ai lutté contre l'envie d'aller me jeter aux pieds de Faustine. Je n'ai pu tenir jusqu'au coucher du soleil. Je suis monté vers la colline, décidé à me perdre, avec le sentiment que si tout marchait bien, je sombrerais dans une scène de supplication mélodramatique. Je me trompais. Ce qui m'arrive ne peut s'expliquer. La colline est déserte. Lorsque je vis la colline inhabitée, j'eus peur de trouver l'explication dans un piège déjà tout monté pour me perdre. J'ai parcouru tout le musée, le cœur battant, me cachant de temps à autre. Mais il suffisait de regarder les meubles et les murs comme revêtus de solitude pour se convaincre qu'il n'y avait là personne. Bien mieux, pour se convaincre qu'il n'y avait jamais eu personne. Il est difficile, après une absence de près de 20 jours, de pouvoir affirmer que tous les objets d'une habitation aux pièces très nombreuses se trouvent là même où ils étaient lorsqu'on est parti. Cependant, je tiens, en ce qui me concerne, pour évident que ces 15 personnes, et un nombre égal de serviteurs, n'ont pas déplacé un banc, une lampe, ou, s'ils l'ont fait, qu'ils ont tout remis à sa place, dans la même position qu'avant. J'ai inspecté la cuisine, la buanderie. Le repas que j'avais abandonné il y a 20 jours, le linge volé dans une armoire du musée et mis à sécher il y a 20 jours, se trouvaient là, l'un pourri, l'autre propre, tous deux intacts. Dans cette maison vide, j'ai appelé « Faustine, Faustine !» Personne ne m'a répondu. Deux faits. Plus exactement, un fait et un souvenir que je rapproche aujourd'hui peuvent m'aider à trouver une explication. Le fait est que, les derniers temps, j'étais adonné à des essais de nouvelles racines. Je crois qu'au Mexique, les Indiens connaissent un breuvage préparé avec des jus de racines. Cela, c'est le souvenir, ou bien l'oubli, qui procure un délire de plusieurs jours. La conclusion de cela, touchant le séjour de Faustine et de ses amis dans cette île, est acceptable, en logique. Cependant, il faudrait que je ne m'amuse pas à la prendre au sérieux, et j'ai bien l'air en effet de m'amuser. J'ai perdu Faustine, et voici que je m'applique à présenter ces problèmes comme je le ferais pour un tiers, ou pour un observateur hypothétique. Mais sceptique, je me suis souvenu de ma condition de fugitif, et du pouvoir infernal de la justice. Peut-être tout cela n'était-il qu'un immense stratagème. Je ne devrais plus me laisser abattre. Je ne devrais pas laisser s'affaiblir mes capacités de résistance. La catastrophe pourrait être affreuse. J'inspectais la chapelle, les souterrains. Je décidai de fouiller toute l'île avant de me coucher. Je m'en fus dans les rochers, dans les prairies de la colline, sur les plages, dans les basses terres, par un excès de prudence. Je dus me rendre à l'évidence. Les intrus étaient partis. Il faisait presque nuit lorsque je suis rentré au musée. Je me sentais nerveux, j'avais besoin de l'éclat de la lumière électrique. Je fis jouer plusieurs interrupteurs, il n'y avait pas de courant. Ce fait paraît confirmer mon opinion. Les marais doivent fournir au moteur l'énergie nécessaire,
au moyen de cette roue à aube ou turbine hydraulique qui se trouve dans les basses terres. Les intrus ont gaspillé le courant. Depuis les 2 dernières années, il y a eu un long intervalle de calme, lequel a pris fin ce soir même, comme je pénétrais dans le musée. J'ai dû tout fermer. On eût dit que le vent et la mer allaient emporter l'île. Dans le premier souterrain, au milieu des moteurs que la pénombre faisait paraître démesurés, je me suis senti irrémédiablement abattu. L'effort nécessaire pour me suicider était superflu. Vu que Faustine disparut, il ne me restait même plus l'anachronique satisfaction de la mort. Par manière de compromis, pour justifier ma descente au souterrain, j'essayais de remettre en marche la génératrice de lumière. Il y eut quelques faibles explosions, puis le calme revint à l'intérieur, au milieu d'un ouragan qui secouait les branches d'un cèdre contre la vitre épaisse du soupirail. Je ne me rappelle plus comment je suis sorti. En arrivant en haut, j'entendis le bruit d'un moteur. La lumière, avec cette vélocité qui lui confère le don d'ubiquité, parvint partout et me mit en présence de 2 hommes, l'un vêtu de blanc, l'autre de vert, un cuisinier et un autre domestique. Je ne sais lequel des deux demanda en espagnol « Voulez-vous me dire pourquoi il a été choisir cet endroit perdu ? Oh, on doit le savoir !» en espagnol aussi. Je tendis avidement l'oreille. C'étaient d'autres gens. Ces nouvelles apparitions, créatures de mon cerveau affaibli par les privations, les toxiques et les soleils, ou de cette île si mortelle, étaient ibériques. Et leurs paroles me laissaient conclure que Faustine n'était pas revenue. Ils continuaient à parler d'une voix calme, comme s'ils n'avaient pas entendu mes pas, comme si je n'avais pas existé. Je ne dis pas non, mais comment Morel a-t-il eu cette idée ? Un homme leur coupa la parole. Il leur cria furieux. Ça va durer encore longtemps ? Il y a 1 heure que le repas est prêt. Il les regarda fixement. Si fixement que je me demandais s'il ne luttait pas contre l'envie de me regarder. Puis, toujours criant, il disparut. Il fut suivi du cuisinier. Le domestique courut du côté opposé. Moi, je m'efforçais de rester calme, mais je tremblais. Un gong résonna. Je vécus alors un de ces moments où les héros eux-mêmes connaissent la peur. Je crois que, même à l'heure qu'il est, ils ne seraient pas rassurés. Mais, à ce moment-là, l'épouvante atteignit au paroxysme. Heureusement, cela dura peu. Je me rappelais ce gong, je l'avais vu souvent dans la salle à manger. Je voulus fuir, je me dominais. La fuite était pratiquement impossible. La tourmente, le canot, la nuit, si la tempête avait cessé, il n'eût pas été moins épouvantable de gagner la haute mer par cette nuit sans lune. De plus, le canot n'aurait pas tenu l'eau bien longtemps. Quant aux basses terres, elles étaient certainement inondées. Ma fuite ne m'aurait pas mené bien loin. Mieux valait écouter, observer les mouvements de ces gens et espérer. Je regardais autour de moi et me cachais, en souriant pour me donner du courage, dans un réduit situé sous l'escalier. C'était, je l'ai pensé plus tard, fort sot de ma part. Si l'on m'avait cherché, on aurait certainement regardé là. Je demeurai un moment sans penser, fort calme, mais toujours perplexe. 2 problèmes se posèrent à moi. Comment était-il arrivé dans l'île ? Par cette tempête, aucun capitaine ne se serait risqué à en approcher, et il était absurde d'imaginer un transbordement et un débarquement en canot. Et quand était-il arrivé ? Le repas était prêt depuis pas mal de temps. Il y avait à peine un quart d'heure que j'étais descendu au moteur, et l'île était alors déserte. Ils avaient parlé de Morel. Il s'agissait certainement d'un retour des mêmes personnes. Il est probable, pensais-je le cœur battant, que je verrais de nouveau Faustine. Je me montrais, vivant par avance l'arrestation immédiate, la fin de mes perplexités.
Il n'y avait personne. Je montais l'escalier, avançais le long des couloirs de l'entresol. De l'un des 4 balcons, entre les feuilles sombres et une divinité de terre cuite, je me penchais au-dessus de la salle à manger. Environ 16 personnes étaient assises autour de la table. Je pensais que ce pouvaient être des touristes néo-zélandais ou australiens. Il me parut qu'ils étaient bien installés là, qu'ils n'allaient pas s'en aller d'un moment à l'autre. Mes souvenirs sont bien précis. Je découvris l'assemblée des dîneurs. Je les comparais aux touristes et j'observais qu'ils ne paraissaient pas être là de passage. Et c'est alors seulement que je pensais à Faustine. Je la cherchais et je ne fus pas long à la trouver. J'eus une surprise agréable. Le barbu n'était pas à côté de Faustine. Une joie de courte durée. Le barbu n'y était pas, mais je le découvris bientôt en face de Faustine. Les conversations languissaient. Morel lança le thème de l'immortalité. On parla voyage, fêtes, méthodes d'alimentation. Faustine et une jeune femme blonde parlèrent de remèdes. Alec, un jeune homme de type oriental aux yeux verts, impeccablement coiffé, essaya, sans conviction ni succès, de parler de ses affaires de laine. Morel s'emballa à développer le projet d'installer dans l'île un fronton de pelote ou un terrain de tennis. Je fis un peu mieux connaissance avec les habitants du musée. À la gauche de Faustine, il y avait une femme, Dora, blonde, frisée, très rieuse, la tête grande et légèrement penchée en avant, qui lui donnait l'air d'un cheval fougueux. À sa droite, elle avait un homme jeune, brun aux yeux vifs, et qui fronçait un sourcil chargé de concentration et de poils. On voyait ensuite une grande fille avec une poitrine plate, des bras démesurément longs et un air dégoûté. Cette femme s'appelait Irène. Puis celle qui avait dit « Ce n'est pas une heure pour les histoires de revenants, la nuit que je montais à la colline ». Je ne me souviens pas des autres. Quand j'étais gosse, je jouais à faire des découvertes dans les illustrations des livres. Je les regardais très longtemps, et des objets se mettaient à apparaître indéfiniment. Je demeurais un moment à contempler, contrarié, les panneaux de Fujita, avec leurs femmes, leurs tigres ou chats. En y employant un temps infini et tenaillé par la peur, mes ennemis se trouvaient dans le hall ou dans les souterrains, le personnel, je descendis l'escalier de service jusqu'à la porte cachée derrière le paravent. La première chose que je vis fut une femme qui tissait près d'une des grandes coupes d'albâtre. Cette femme, qui s'appelle Irène, et une autre, avec laquelle elle était en conversation. Je continuai de chercher, et au risque d'être découvert, j'aperçus Morel à une table, avec 5 autres personnes jouant aux cartes. La jeune femme qui me tournait le dos était Faustine. La table était petite, les pieds des joueurs rapprochés, et je passais quelques minutes, peut-être plusieurs, insensible à tout, anxieux de vérifier si les pieds de Morel et ceux de Faustine se touchaient. Cette occupation lamentable cessa instantanément, remplacée par l'épouvante, lorsque je vis un domestique au visage rouge fixer sur moi des yeux tout ronds, avant d'entrer dans le hall. J'entendis des pas. Je m'éloignai en courant. Je me cachai entre la première et la seconde rangée de colonnes d'albâtre, dans le salon rond, au-dessus de l'aquarium. Au-dessous de moi, nageaient des poissons identiques à ceux que j'avais retirés tout pourris peu après mon arrivée.